Les beaux-parents de ton frère sont très traditionnels, m'a expliqué maman. Des gens d'affaires prospères. T'avoir là avec tout tes besoins mettrait tout le monde mal à l'aise. Je n'ai rien dit. J'ai appelé mon gestionnaire de patrimoine depuis mon appartement, retiré tous les financements de Mitchell Financial Advisors. Le téléphone de mon frère a sonné. L'appel est arrivé le 10 décembre, 2 semaines avant Noël. J'étais dans mon appartement, en train d'examiner les rapports trimestriels de mon portefeuille d'investissement, lorsque le numéro de maman est apparu sur mon écran. « Sarah, nous devons parler de Noël », a-t-elle dit. Aucune salutation, aucune chaleur. J'ai posé ma tablette. Qu'y a-t-il? Eh bien, ton frère David et Jennifer reçoivent cette année et leur famille sera là. Les Harrison, tu sais, les parents de Jennifer possèdent Harrison Industries. Très prospère, très traditionnel. J'ai attendu. Le fait est, ma chérie, qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude d'accueillir des personnes ayant des besoins spécifiques. Leur maison n'est pas aménagée pour les fauteuils roulants, et avec tous les escaliers et le dîner formel. Tu me désinvites de Noël, ai-je dit d'un ton neutre. Ce n'est pas ça. C'est juste que t'avoir là avec tout ton équipement, tes médicaments et ton besoin d'aide mettrait tout le monde mal à l'aise. Tu comprends, n'est-ce pas? C'est le grand moment de David. Le père de Jennifer envisage un investissement majeur dans l'entreprise. Nous ne pouvons avoir aucune distraction. J'ai baissé les yeux sur mon fauteuil roulant, sur l'équipement médical disposé dans mon appartement, sur la vie que j'avais construite malgré tout. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je savais que tu comprendrais. Nous ferons quelque chose juste tous les trois après les fêtes, quand les choses se seront calmées. J'ai raccroché sans répondre. L'accident s'est produit quand j'avais 19 ans. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge alors que je rentrais à pied de la bibliothèque de mon campus. À un instant, j'étais une étudiante en 2e année avec une bourse sportive complète. L'instant d'après, j'étais aux soins intensifs avec la colonne vertébrale brisée et 15% de chance de remarcher un jour. J'ai déjoué ces pronostics, en quelque sorte. J'ai retrouvé assez de fonction pour marcher sur de courtes distances avec de l'aide, mais la douleur chronique, les lésions nerveuses et les problèmes de mobilité imprévisibles sont devenus ma nouvelle réalité. Le fauteuil roulant n'était pas toujours nécessaire, mais il était toujours à proximité. La réaction de ma famille a été complexe. Au début, il y a eu de la sympathie, des visites à l'hôpital, des appels téléphoniques inquiets. Mais à mesure que les mois se sont transformés en années et que ma guérison a stagné à un état fonctionnel mais handicapé plutôt que miraculeusement guéri, leur patience s'est amenuisée. Tu n'essaies même pas, m'a dit un jour mon frère David, en me regardant lutter pendant la kinésithérapie. Le cousin d'un de mes amis a eu une lésion de la colonne vertébrale et il court des marathons maintenant. Chaque blessure est différente, ai-je expliqué pour la 100e fois. Ou la détermination de chacun est différente, a-t-il répliqué. Ma mère était plus subtile. Elle n'a jamais dit que je ne faisais pas assez d'efforts. Elle oubliait simplement de m'inviter à des événements. Les photos de famille étaient prévues lorsque j'avais des rendez-vous médicaux. Les vacances étaient réservées dans des endroits qui n'étaient tout simplement pas accessibles. Ma chérie, tu comprends? Mon père était décédé 3 ans avant mon accident. Parfois, je me demandais si les choses auraient été différentes s'il était encore en vie. Il avait toujours été celui qui me voyait vraiment. Après sa mort, il nous a laissé à chacun, maman, David et moi, des parts égales de sa succession, environ 400 000 € chacun. Maman a dépensé sa part pour une nouvelle maison. David a utilisé la sienne comme capital de départ pour sa société de conseil financier, Mitchell Financial Advisors. J'ai fait quelque chose de différent. Alors que ma famille supposait que je vivais des allocations d'invalidité et de mon héritage, épuisant lentement l'argent de papa en factures médicales et en menant un style de vie modeste, je construisais en réalité un empire. J'avais toujours été doué avec les chiffres. Avant l'accident, j'étais étudiante en mathématiques avec une mineure en économie. Après l'accident, coincé dans un lit d'hôpital pendant des mois, puis confiné dans mon appartement pendant ma convalescence, je n'avais que du temps. J'ai commencé modestement, trading en ligne, analyse de marché. Je consommais les nouvelles financières comme de l'oxygène. J'ai remarqué des schémas. J'ai pris des risques calculés et j'ai gagné bien plus souvent que je n'ai perdu. En 2 ans, j'ai transformé mon héritage de 400 000 € en 2,1 millions d'euros. À la 5e année,
j'avais fondé ma propre société d'investissement sous une société à responsabilité limitée, Cornerstone Capital Venture. Je suis resté complètement anonyme, opérant par l'intermédiaire d'avocats et de gestionnaires de fonds. Personne ne savait que l'investisseur discret derrière plusieurs grands succès de capital risque était une femme de 27 ans en fauteuil roulant. Mon portefeuille comprenait des participations dans cette start-up technologique, 4 projets de développement immobilier et des investissements stratégiques dans 11 entreprises établies qui avaient besoin d'une injection de capital. L'une de ces entreprises était Mitchell Financial Advisors. Il y a 3 ans, l'entreprise de David était en difficulté. Il s'était trop engagé, avait fait de mauvais choix d'investissement pour ses clients et faisait face à une faillite potentielle. Il avait besoin de 5,2 millions d'euros pour couvrir les pertes et se restructurer. Il ne m'a jamais demandé d'aide. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais que sa sœur handicapée vivant de l'argent de papa. Au lieu de cela, il a trouvé un investisseur providentiel par l'intermédiaire d'une société de capital investissement. L'investisseur était anonyme, opérant via Cornerstone Capital Venture. Les conditions étaient généreuses, faible taux d'intérêt, interférence minimale, capital patient. Cet investisseur, c'était moi. J'ai sauvé l'entreprise de mon frère et il ne l'a jamais su. Je l'ai fait en partie parce qu'il était de ma famille. En partie parce que c'était un investissement judicieux. Son entreprise avait une bonne structure, juste une mauvaise gestion. Et en partie parce qu'une part de moi espérait encore qu'un jour, ils me verraient comme autre chose que le fardeau de leur famille. Chaque trimestre, je recevais des rapports sur Mitchell Financial Advisors. L'entreprise s'était magnifiquement redressée. David avait embauché une meilleure équipe de direction. Ils avaient décroché des clients importants. La famille Harrison, en particulier le père de Jennifer, Richard Harrison, avait apporté des affaires substantielles. Mon investissement de 5,2 millions d'euros avait aidé à construire la fondation qui impressionnait maintenant les personnes même qui pensaient que ma présence serait trop inconfortable à un dîner de Noël. Après l'appel de maman, je suis resté assise dans mon appartement pendant exactement 10 minutes, sans pleurer, sans être en colère, juste en calculant. J'ai ouvert mon portefeuille d'investissement. Mitchell Financial Advisors affichait un rendement sain. Mon capital avait atteint 7,3 millions d'euros en valeur actuelle. L'entreprise gérait plus de 200 millions d'euros d'actifs clients. Ensuite, j'ai ouvert mes courriels et j'ai écrit à ma gestionnaire de patrimoine, Patricia Chin. Patricia était l'une des 3 personnes qui connaissaient ma véritable identité. Elle gérait mes investissements publics depuis 6 ans et ne m'avait jamais traité différemment à cause de mon handicap. Elle se souciait de mon esprit, de ma stratégie, de mes résultats. Patricia, ai-je tapé, je dois programmer un appel concernant Mitchell Financial Advisors. Retrait intégral du capital. Je veux que les conditions de sortie soient prêtes d'ici la fin de la journée de demain. Sa réponse est arrivée en 3 minutes. Confirme que ce n'est pas un exercice. C'est l'entreprise de ton frère. Un retrait de 5,2 millions d'euros déclenchera probablement d'importants problèmes opérationnels pour eux. Es-tu certaine? Je fixais mon téléphone, l'alerte de calendrier vide où se trouvait autrefois Noël en famille. Je suis certaine, ai-je tapé. Ils ont clairement défini leurs priorités. J'ajuste simplement les miennes. Patricia a travaillé vite. Le lendemain, à midi, j'avais les conditions de retrait sur mon bureau. En tant qu'investisseur principal par l'intermédiaire de Cornerstone Capital Venture, j'avais le droit de retirer mon capital avec un préavis de 30 jours ou immédiatement avec une pénalité de retrait anticipé de 12%. J'ai choisi l'immédiat. La pénalité me coûterait 624 000 euros. Mais je m'en fichais. Il ne s'agissait pas de profit maximum. Il s'agissait de quelque chose de complètement différent. L'entreprise recevra un avis formel aujourd'hui à 16 h, a expliqué Patricia lors de notre appel vidéo. Conformément à l'accord d'investissement, ils auront 72 heures pour obtenir un capital de remplacement ou commencer une liquidation structurée d'actifs pour répondre à la demande de retrait. Et s'ils ne peuvent pas obtenir de financement de remplacement, ils devront restituer les actifs des clients, fermer des comptes, et probablement licencier 60% du personnel. L'entreprise ne s'effondrera pas entièrement, mais elle sera réduite à environ 25% de sa capacité opérationnelle actuelle. J'ai hoché la tête lentement. Et le timing, si proche de Noël. La plupart des investisseurs sont bloqués dans des positions de fin d'année. Les banques clôturent leurs comptes trimestriels.
C'est le pire moment possible pour chercher un capital d'urgence, a poursuivi Patricia. Elle a fait une pause. Sarah, je dois demander. Ne demande rien, ai-je dit doucement. À 16h07, mon téléphone s'est allumé avec un message de David. Nous devons parler maintenant. Je n'ai pas répondu au message de David. J'ai attendu. À 18h32, l'interphone de mon appartement a sonné. Puis mon téléphone. Puis on a commencé à frapper à ma porte. Sarah, ouvre cette porte. Je sais que tu es là. J'ai roulé jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. David se tenait dans mon couloir, toujours en costume de travail, le visage rouge, son téléphone serré dans sa main. Derrière lui se tenait maman, l'air inquiet et confus. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» a exigé David en me bousculant pour entrer dans mon appartement. « Il va falloir être plus précis », ai-je dit calmement en fermant la porte. Cornerstone Capital Venture. Il retire 5,2 millions d'euros de mon entreprise avec effet immédiat. C'est mon investisseur principal. C'est le capital qui nous a maintenus opérationnels pendant 3 ans. Je n'ai rien dit. Maman nous regardait alternativement. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sarah? David ne l'écoutait pas. Il me fixait, et j'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. L'avis de retrait est arrivé 2 heures après que maman t'a appelé pour Noël. Ce n'est pas une coïncidence. Non, ai-je convenu. Ce n'en est pas une. C'est toi. Il a ri, mais sans aucune gaieté. Tu es en train de me dire que tu es connecté d'une manière ou d'une autre à une société d'investissement de plusieurs millions d'euros. J'ai roulé jusqu'à mon bureau et j'ai pris un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents de constitution, des accords d'investissement et des rapports trimestriels. Je le lui ai tendu. Cornerstone Capital Venture est mon entreprise. Je l'ai fondée il y a 7 ans. Je suis l'unique propriétaire et l'investisseur principal. Il y a 3 ans, lorsque Mitchell Financial Advisors était au bord de la faillite, j'ai investi 5,2 millions d'euros pour la sauver. De rien. David a ouvert le dossier. Ses mains tremblaient en tournant les pages. Maman lui a arraché le dossier. C'est vrai? C'est à toi que ça appartient? Comment est-ce possible? L'héritage de papa, ai-je dit simplement. Tu as dépensé le tien pour une maison. David a dépensé le sien pour son entreprise. J'ai investi le mien. Puis j'ai continué à investir. Je vaux actuellement environ 43 millions d'euros. Le silence dans mon appartement était absolu. David a retrouvé sa voix le premier. Tu as été secrètement riche tout ce temps. Pas secrètement, privé. Il y a une différence. Pendant 7 ans, tu nous as laissé penser que tu vivais juste des allocations d'invalidité. Vous n'avez jamais demandé, les jeux interrompus. Vous avez supposé. Et je vous ai laissé faire. Maman s'est effondrée sur mon canapé. Mais pourquoi? Pourquoi aurais-tu caché ça? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Parce que je voulais voir qui vous seriez quand vous penseriez que je n'avais rien à vous offrir. Quand je n'étais que votre fille handicapée qui avait besoin d'aménagement et mettait les gens mal à l'aise. Ce n'est pas juste, a murmuré maman. Ah non? Je me suis tourné vers David. Tu diriges une entreprise prospère depuis 3 ans avec mon argent. Tu as impressionné les Harrison, bâti ta réputation, élargi ta clientèle, tout cela financé par l'investissement de ta sœur. La sœur qui est trop inconfortable pour être invitée au dîner de Noël. Le visage de David est passé du rouge au pâle. Je ne savais pas. Exactement. Tu ne savais pas que j'étais ton investisseur, donc tu n'as eu aucun problème à m'exclure. Mais tu n'as eu aucun problème à prendre mon argent. Sarah, s'il te plaît, a commencé maman. Si nous avions su. Si vous aviez su, vous auriez fait quoi? M'auriez incluse. M'auriez traité comme une famille. J'ai secoué la tête. C'est ça le problème, maman. Votre amour est conditionnel. Votre acceptation est transactionnelle. Je n'ai de la valeur que lorsque j'ai quelque chose dont vous avez besoin. David fixait toujours les documents. Le retrait. Sarah, nous allons perdre le compte Harrison. Le père de Jennifer va retirer ses investissements. Nous devrons licencier 15 personnes juste avant Noël.
L'entreprise survivra, ai-je dit, à environ 25% de sa capacité. Tu garderas tes principaux clients, ton bureau principal. Tu seras juste de retour là où tu as commencé, là où tu aurais été si je ne t'avais pas sauvé il y a 3 ans. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il dit désespérément. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'accord de retrait. En fait, si. Tout est légal, tout est correctement documenté. Tu as signé ces conditions lorsque tu as accepté l'investissement. Retrait immédiat avec clause de pénalité. C'est à la page 47 de ton accord d'investisseur. Maman s'est levée. Sarah, ma chérie, nous pouvons arranger ça. Nous t'inclurons à Noël. Nous ferons des aménagements. Non. Quoi? Le téléphone de David a commencé à sonner. Il a regardé l'écran. C'est Richard Harrison. Tu devrais probablement répondre, ai-je dit. J'imagine qu'il a entendu parler de la crise de ton investisseur. Ces choses-là voyagent vite dans les cercles financiers. Il a répondu. J'ai vu son visage s'effondrer en écoutant. Monsieur, je comprends. Bien sûr. Oh, je vous appellerai après les fêtes. Il a raccroché. Il retire ses comptes. Tous. Il dit qu'il ne peut pas confier le patrimoine de sa famille à une entreprise dont le soutien financier est instable. C'est regrettable, ai-je dit. Regrettable? La voix de David a monté. Tu détruis mon entreprise pour un dîner de Noël? Non, ai-je dit doucement. Tu as détruit notre relation en la rendant conditionnelle. Les conséquences commerciales ne sont que des mathématiques. Maman pleurait maintenant. S'il te plaît, Sarah, dis-nous ce que nous devons faire pour arranger ça. Je les ai regardés tous les deux. Il n'y a rien à arranger. Maman, tu as fait ton choix. Tu as choisi le confort plutôt que la famille, l'apparence plutôt que l'acceptation. Tu fais ce choix depuis 8 ans. Chaque fois que tu as oublié de m'inclure, chaque fois que tu as planifié des choses sans tenir compte de moi, chaque fois que tu m'as fait sentir que mon handicap était un inconvénient que tu devais gérer. L'intention n'a pas d'importance. L'impact, si. Et l'impact, c'est que j'ai passé 8 ans à vous regarder me tolérer au mieux, m'exclure au pire. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant vous savez que je n'ai jamais été le fardeau que vous pensiez. J'étais celle qui maintenait le rêve de David en vie. David s'est affalé sur une chaise. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Que nous te supplions? Quoi? Je ne veux rien de vous, ai-je dit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai une entreprise, j'ai des amis qui me valorisent, une vie qui est pleine et réussie. Je vous ai donné la chance de faire partie de cette vie et vous avez choisi de ne pas le faire. Alors c'est tout, a demandé maman. Tu nous coupes les ponts? Vous m'avez coupé la première, ai-je dit. Je ne fais que rendre la chose financière au lieu d'émotionnel. Ils sont partis 20 minutes plus tard. David a continué à essayer de négocier. Maman a continué à pleurer. Je suis resté calme, je suis resté ferme, et finalement, ils ont manqué d'arguments. Après leur départ, je me suis assise dans mon appartement et j'ai attendu. À 23h47, mon téléphone a sonné. Patricia, c'est fait, a-t-elle dit. Retrait complet traité. Les fonds seront liquides d'ici lundi. J'ai déjà eu 3 autres entreprises qui ont appelé pour savoir si nous cherchions à réinvestir. Nous cherchons, ai-je dit, mais pas dans des entreprises familiales. Compris. Elle a fait une pause. Comment tu tiens le coup? Je vais bien, Sarah. J'ai souri malgré moi. Patricia pouvait toujours le deviner. Je suis triste et soulagée, et absolument certaine d'avoir fait ce qu'il fallait. Pour ce que ça vaut, je suis d'accord. J'ai vu trop de familles traiter leurs membres handicapés comme des fardeaux plutôt que comme des êtres humains. Tu méritais mieux. Merci, Patricia. Joyeux Noël, Sarah. Joyeux Noël. Au cours des 48 heures suivantes, j'ai observé les conséquences se dérouler à travers des sources bien placées et des informations publiques. Mitchell Financial Advisors a publié une déclaration sur une restructuration due à une réallocation d'investisseurs. David a licencié 12 employés. La famille Harrison a retiré 47 millions d'euros d'actifs gérés. 2 autres clients majeurs ont suivi.
Les parents de Jennifer ont annulé leur investissement prévu dans l'entreprise de David. Pire encore, ils ont commencé à suggérer discrètement à leur cercle social que Mitchell Financial Advisors était instable. Dans le monde de la gestion de patrimoine, la réputation est primordiale. Le 23 décembre, l'entreprise de David était passée de 18 à 6 employés, de 200 millions d'euros d'actifs gérés à 51 millions d'euros. Maman m'a appelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. David a envoyé des courriels allant des excuses à la fureur, en passant par le désespoir. Je n'ai pas répondu. Le 24 décembre, on a sonné à ma porte. J'ai vérifié la caméra. C'était Jennifer, la femme de David. Seule. J'ai ouvert la porte. Je ne suis pas là pour supplier, a-t-elle dit immédiatement. Ni pour négocier. Je veux juste parler. 5 minutes. Je l'ai laissé entrer. Jennifer s'est assise en face de moi, posée, même en pleine crise. Elle avait toujours été gentille avec moi d'une manière distante. Jamais cruelle, mais jamais particulièrement chaleureuse. David m'a tout raconté, a-t-elle dit. Sur l'investissement, sur toi, sur tout. J'ai attendu. Je veux que tu saches que je n'étais pas au courant pour Noël, pour le fait que ta mère t'avait des invités. Je savais que nous recevions, mais je supposais que toute la famille était invitée. Quand j'ai découvert hier ce qui s'était réellement passé, j'ai été horrifié. Mais pas surprise, ai-je demandé. Elle a hésité. Non, pas entièrement. J'ai vu comment il te traite. J'ai trouvé des excuses. Je me suis dit que ce n'était pas à moi d'interférer. J'avais tort. Pourquoi es-tu ici, Jennifer? Parce que tu mérites des excuses de la part de quelqu'un dans cette famille qui les pense sincèrement. Je suis désolé de ne pas avoir pris ta défense, d'avoir profité de ton exclusion. Parce que, soyons honnêtes, avoir un Noël plus petit et plus raffiné a rendu mes parents heureux, et j'ai laissé cela compter. Je suis désolé. Je l'ai observé. Elle était sincère. Je pouvais le voir dans ses yeux. Merci, ai-je dit doucement. Je ne te demande pas de rétablir le financement de David, a-t-elle poursuivi. Honnêtement, perdre l'entreprise pourrait être la meilleure chose pour lui. Pour nous. Il a été tellement obsédé par l'idée d'impressionner mon père, de bâtir cet empire, qu'il a oublié pourquoi il avait commencé. Il voulait aider les gens à gérer leur argent judicieusement. Quelque part en chemin, c'est devenu une question de statut. Que ferez-vous? Réduire la taille? Nous recentrer? David pense à revenir à l'essentiel. Une liste de clients plus petite, un service personnalisé, les choses pour lesquelles il était vraiment bon avant d'essayer de devenir un magnate de la gestion de patrimoine. Elle a souri tristement. Nous nous en sortirons. Nous serons juste plus petits, plus honnêtes. Elle s'est levée pour partir, puis s'est retournée. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es extraordinaire. Ce que tu as construit, qui tu es, tout ce que tu as surmonté. C'est remarquable, et j'ai honte de ne pas l'avoir dit avant, quand cela aurait eu plus d'importance. Après son départ, je suis resté assise dans le silence de mon appartement et j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas du pardon, pas de la réconciliation, mais quelque chose de plus doux que la colère que j'avais portée. J'ai passé Noël avec ma famille de cœur. Marcus et Tanya Chin, le frère et la belle-sœur de Patricia, m'ont reçu dans leur maison accessible et accueillante. Leurs enfants ont traité mon fauteuil roulant comme la chose banale et sans intérêt qu'il devrait être. Nous avons trop mangé, joué à des jeux de société chaotiques et ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Le docteur Raon, mon kinésithérapeute depuis 8 ans, est passé avec son mari. Mon histoire de réussite préférée, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. Bien que je ne prenne aucun crédit pour ton empire financier. Tu m'as appris que les limitations ne sont que des paramètres avec lesquels travailler, ai-je dit. Cela s'applique à plus que la simple kinésithérapie. Ma meilleure amie Keisha a pris un vol de Seattle. Elle avait été là pendant le pire de ma convalescence, à travers chaque déception familiale, à travers chaque étape importante qu'ils avaient manquée. Tu l'as fait, a-t-elle dit doucement alors que nous regardions le chaos de l'échange de cadeaux de la famille Chin. Tu t'es construit une vie entière, une vraie. Oui, ai-je acquiescé. J'y ai pensé honnêtement. Non. Je lui ai donné une chance d'être de ma famille sans savoir que j'avais de l'argent. Il a échoué à ce test.
C'est de sa faute. Le 28 décembre, j'ai reçu une lettre. Pas un courriel, une véritable lettre manuscrite, livrée à mon appartement. C'était de David. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, je répondrai. Peut-être qu'un jour, nous reconstruirions quelque chose. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. J'avais une entreprise à diriger, des investissements à gérer, une vie que j'avais construite selon mes propres termes. Le 30 décembre, j'ai rencontré Patricia pour discuter de nouvelles opportunités d'investissement. Il y a une petite start-up de dispositifs médicaux, a-t-elle dit. Ils développent une technologie de fauteuil roulant améliorée. Ils ont besoin de 3,8 millions d'euros en financement de départ. J'ai souri. Dis-m'en plus. Alors qu'elle exposait les détails, j'ai pensé à la fille que j'étais avant l'accident. Celle qui pensait que sa valeur venait de sa bourse sportive, de son corps valide, de son parcours conventionnel vers le succès. Cette fille avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait appris que la valeur ne se donne pas, elle se construit. Que la famille n'est pas une question d'ADN, c'est un choix. Que le handicap ne vous définit pas. C'est la façon dont vous y répondez qui le fait. J'avais passé 8 ans à prouver que je n'avais pas besoin qu'ils voient ma valeur. L'ironie, c'est qu'en le leur prouvant, je me l'étais prouvé à moi-même. Mon téléphone a vibré. Un message de maman. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai posé mon téléphone face contre table sur le bureau de Patricia. Alors, ai-je dit, reportant mon attention sur la proposition d'investissement. Cette technologie de fauteuil roulant, quel est leur avantage concurrentiel? Patricia a souri et a tourné à la page suivante de la présentation. La réunion a duré 2 heures. Nous avons financé la start-up. Nous avons discuté de 3 autres opportunités. Nous avons planifié la stratégie du prochain trimestre. Et quelque part au milieu de tout ça, j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas parce que j'avais eu ma revanche. Pas parce que j'avais prouvé à ma famille qu'elle avait tort, mais parce que j'avais construit une vie qui n'avait pas besoin d'eux pour être complète. C'était ça, le véritable renversement de pouvoir. Pas l'argent, pas le retrait spectaculaire. C'était de savoir que je me suffisais. Je m'étais toujours suffi. Ils ne pouvaient simplement pas le voir avant que je leur enlève ce dont ils avaient besoin. Et à ce moment-là, je n'avais plus besoin qu'ils le voient. 4 mois plus tard, j'ai reçu une autre lettre. Celle-ci était de maman. Plus courte. Plus simple. Je comprends si tu ne me pardonnes jamais, mais j'ai besoin que tu saches que je suis en thérapie. J'apprends pourquoi je t'ai fait sentir invisible. Pourquoi j'ai privilégié le confort à l'amour. Cela ne change pas ce que j'ai fait. Mais j'essaie de changer qui je suis. Tu ne me dois rien. Ni ton temps, ni ton pardon, ni une autre chance. Mais si jamais tu veux parler, je serai là. Pas comme la mère qui t'a fait défaut, juste comme quelqu'un qui apprend à faire mieux. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire tous les jours. Je le dis maintenant. J'ai gardé cette lettre aussi. Peut-être qu'un jour, je l'appellerai. Peut-être que nous construirions prudemment, lentement, quelque chose de nouveau. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais une réunion avec une jeune ingénieure brillante qui concevait une technologie de logement accessible. Elle était aussi en fauteuil roulant. Elle me rappelait moi-même à 25 ans, brillante, déterminée, invisible pour les investisseurs qui ne pouvaient voir au-delà de son handicap. J'étais sur le point de changer cela pour elle. Parce que c'est ce que je faisais maintenant. Je voyais les gens que les autres ignoraient. J'investissais dans les rêves que les autres rejetaient. Je bâtissais des empires là où les autres ne voyaient que des limitations. Et je faisais tout cela depuis un fauteuil roulant qu'ils avaient autrefois jugé être une faiblesse. Il s'est avéré qu'ils n'avaient jamais mesuré le bon type de force.